L'Iran n'a pas perdu cette guerre sur un champ de bataille. Il l'a perdue dans une salle de conseil. Et le pays qui a porté le coup fatal n'était pas les États-Unis. Ce n'était pas Israël. C'était un voisin que l'Iran a passé 2 mois à tenter de bombarder jusqu'à la soumission. Le 1er mai 2026, les Émirats arabes unis ont discrètement signé un document à Abu Dhabi. Pas de fanfare militaire, pas de conférence de presse avec des généraux, seulement une signature. Et avec cette signature, la plus grande arme de l'Iran a disparu, celle qu'il avait passé 40 ans à construire. Celle qui faisait bouger les marchés pétroliers depuis des décennies, celle qui faisait hésiter les présidents américains. Pas endommagée, pas affaiblie, disparue de façon permanente. Ce qui s'est passé cette semaine est l'un des gestes stratégiques les plus importants posés par un pays au Moyen-Orient depuis une génération. Et presque personne ne l'explique correctement. La plupart des couvertures médiatiques traitent cela comme une histoire de marché de l'énergie. Ce n'en est pas une. C'est une histoire de guerre totale menée avec l'économie, la finance et le réalignement institutionnel plutôt qu'avec des armes. Restez avec moi parce que nous allons passer à travers chacune de ces dimensions. Voici le point de départ. L'Iran a tiré 2800 missiles et drones contre les Émirats arabes unis. Pas contre Israël, pas contre une base américaine, contre les Émirats arabes unis, un pays qui n'a donné à Washington aucune permission d'utiliser ses aérodromes, un pays qui, pendant des années, rendait discrètement à l'Iran d'énormes services financiers derrière des portes closes. Un pays qui n'avait rien à voir avec une quelconque frappe sur le sol iranien. L'Iran l'a bombardé quand même. Pendant 2 mois, des missiles ont frappé la zone industrielle de Fujairah. De la fumée s'est élevée au-dessus de l'horizon de Dubaï. Le port de Jebel Ali a été secoué. La région a regardé, le monde a regardé, et les Émirats arabes unis ont encaissé presque seuls chaque frappe. Un responsable émirati l'a dit à la caméra cette semaine, on ne peut pas tirer 2800 missiles et drones contre un pays, puis venir me parler de confiance. Cela prendra des siècles et des siècles et des siècles. C'est pas un diplomate qui choisit soigneusement ses mots. C'est une personne qui a vu son pays être bombardé de façon systématique, qui a attendu, qui a calculé avec une patience extraordinaire, puis elle a appuyé sur une détente si précise et si permanente que l'Iran essaie encore de comprendre ce qui vient de lui arriver. Pour comprendre à quel point cette semaine est dévastatrice pour Téhéran, il faut revenir 40 ans en arrière et comprendre sur quoi reposait réellement toute la théorie de puissance de l'Iran. Parce que l'Iran n'a jamais eu de supériorité militaire conventionnelle, il ne pouvait pas dominer la région par la force seule, alors il a construit autre chose. Il a construit une théorie de dissuasion par la terreur économique. Et le cœur de cette théorie, le joyau de toute son architecture stratégique pendant 4 décennies, c'était le détroit d'Ormuz. Chaque fois que les sanctions frappaient, chaque fois que Israël lançait des menaces, chaque fois qu'un groupe aéronaval américain entrait dans le Golfe, l'Iran avait une réponse qui fonctionnait toujours. Nous fermerons le détroit d'Ormuz. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par un passage de 20 et 1 000. Le fermer, c'est geler l'économie mondiale, faire bondir les prix du pétrole du jour au lendemain, envoyer des ondes de choc dans chaque nation de la planète qui fonctionne à l'énergie. La menace était réelle. L'Iran a dépensé des milliards pour la rendre crédible sur le plan opérationnel. Il y avait des vedettes d'attaque rapide, positionnées le long de la rive nord, des batteries côtières de missiles antinavires sur l'île de l'Arak, des réseaux de sous-marins dans les eaux peu profondes du Golfe et des capacités de guerre des mines confirmées par le Pentagone. Toute la doctrine de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique reposait sur une seule mission. Rendre le détroit trop dangereux à utiliser, transformer un point d'étranglement géographique en otage géopolitique permanent et utiliser cet otage pour arracher des concessions à chaque gouvernement qui dépend de l'approvisionnement mondial en pétrole. Cela a fonctionné pendant 40 ans. Cela a fonctionné jusqu'à ce que les Émirats arabes unis finissent de construire un pipeline qui a rendu toute la stratégie inutile. Le pipeline Habshan-Fujairah s'étend sur environ 380 km depuis les champs pétroliers intérieurs d'Abu Dhabi directement jusqu'au port de Fujairah, sur le golfe d'Oman. Il contourne complètement le détroit d'Ormuz. Pas partiellement.
pas comme solution d'urgence, complètement. Le pétrole est chargé à Fujairah, en eau libre, hors de portée du harcèlement iranien, là où la 5e flotte de la marine américaine opère librement. Puis il part vers n'importe quelle destination dans le monde sans passer à portée de tir d'une seule patrouille du corps des gardiens de la révolution islamique, sans transiter par une voie minée, sans entrer dans une géographie que l'architecture de dissuasion iranienne peut réellement menacer. Avant cette guerre, les Émirats arabes unis exportaient déjà environ 7 millions de barils par jour par Fujairah. Depuis la fermeture d'Ormuz, ces exportations ont bondi de 57%. Le pipeline fonctionne maintenant près de sa capacité maximale et ADNOC a publiquement déclaré son ambition d'atteindre 5 millions de barils par jour de capacité totale de production d'ici 2027. 5 millions de barils par jour à travers une infrastructure que l'Iran ne peut pas toucher par un port situé hors de la portée opérationnelle du corps des gardiens dans des eaux contrôlées par exactement la force navale que l'Iran menace depuis 4 décennies. Pensez à ce que cela signifie en termes purement militaires. Chaque vedette d'attaque rapide, chaque batterie côtière de missiles, chaque actif sous-marin, chaque mine, chaque milliard de dollars que le corps des gardiens a dépensé pour construire sa dissuasion autour d'Ormuz, tout cela vise maintenant une voie maritime que le producteur de pétrole le plus capable du Golfe choisit de moins en moins d'utiliser. L'Iran a fermé le détroit, les Émirats arabes unis ont construit un détour et en quittant l'OPEP le 1er mai, Abu Dhabi a retiré la dernière contrainte institutionnelle sur sa production. Lorsque l'accord sur Ormuz sera finalement signé, lorsque les mines seront retirées, lorsque les voies de navigation rouvriront, les Émirats n'attendront pas une réunion de consensus et ne soumettront pas de demande d'augmentation de quotas. Ils ouvriront immédiatement les vannes comme producteurs libres, indépendants, alignés sur Washington, et inonderont le marché avec une offre que la fermeture d'Ormuz retenait. L'effet sur les prix sera dramatique, rapide et durablement dévastateur pour les revenus pétroliers iraniens. Le bluff qui a fonctionné pendant 40 ans ne fonctionne plus. Le contournement existe. La capacité est là, la volonté politique est confirmée institutionnellement. Foreign Policy l'a décrit précisément cette semaine. Abu Dhabi ne quitte pas simplement un club, il déclare que ce club ne sert plus ses intérêts. La version complète, c'est que ce club inclut le pays qui a tiré 2800 missiles sur Abu Dhabi. Et les Émirats arabes unis ont décidé qu'aucun cadre institutionnel ne vaut la peine d'être maintenu s'il exige de s'asseoir à la même table que ce pays. Voici un détail qui mérite son propre moment. Le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis a confirmé à Reuters qu'Abu Dhabi n'avait pas consulté l'Arabie saoudite avant de faire cette annonce. Pas un seul appel téléphonique, pas même un avis de courtoisie. L'Arabie saoudite, qui a géré l'OPEP pendant 6 décennies comme son principal instrument géopolitique, a appris que son voisin du Golfe le plus capable quittait l'organisation en lisant un communiqué de presse, comme tout le monde. Un ancien conseiller pétrolier saoudien est apparu sur Al Jazeera dans les heures suivantes et a parlé avec le calme tendu de quelqu'un qui tente de se convaincre qu'un seul pays qui part ne veut rien dire. Mais l'Arabie saoudite sait exactement ce que cela signifie. Cela signifie que les Émirats arabes unis ont pris une décision unilatérale qui priorise l'alignement sur Washington plutôt que tout cadre collectif auquel l'Iran participe. Cela signifie que l'ordre d'avant-guerre, fondé sur un consensus géré dans le Golfe, est terminé, et cela envoie un signal clair à tous les autres États du Golfe qui regardent l'ordre d'après-guerre n'inclut la République islamique dans aucun cadre qui compte. Matt Smith, analyste chez Kepler, a déclaré à CNBC que le Kazakhstan, le Nigeria et possiblement le Venezuela sont maintenant des candidats à risque de départ. La part de marché de l'OPEP a déjà reculé, passant d'environ 50% à son sommet pendant la guerre froide à environ 33% aujourd'hui. Si 2 ou 3 autres membres quittent dans les prochains mois, le cartel glissera vers l'insignifiance. Pas par une dissolution spectaculaire, mais par une défection qui rend la suivante plus facile. Les Émirats arabes unis viennent de donner le signal de départ. Maintenant parlons de ce que le département du Trésor a fait le même jour. Parce que c'est la dimension financière de la même opération coordonnée, et c'est là que la vraie dévastation pour l'Iran se produit derrière les grands titres sur l'énergie.
Dans le cadre de l'opération américaine Economic Fury, le Trésor a désigné 35 entités et individus, les nœuds précis de l'architecture bancaire fantôme qui a gardé l'économie iranienne sous respiration artificielle. Malgré les sanctions pendant des années, ces réseaux permettaient aux forces armées iraniennes, y compris au corps des gardiens de la révolution islamique, d'accéder au système financier international, de recevoir des paiements pour des ventes illicites de pétrole, d'acheter des composants de missiles et de transférer l'argent à des forces mandataires dans toute la région. Et le même jour, ils ont gelé plus de 300 millions de dollars en actifs de crypto-monnaies liés à des réseaux financiers fantômes iraniens en une seule journée. Pour comprendre pourquoi ces désignations frappent plus fort maintenant que n'importe quelle série précédente de sanctions, il faut comprendre ce que les Émirats arabes unis faisaient avant cette guerre. Pendant des années, les lois Emirati sur l'enregistrement des entreprises figuraient parmi les plus permissives au monde pour les structures de propriété dissimulées. Vous pouviez créer une entreprise, cacher le bénéficiaire effectif et mener des milliards de dollars d'affaires sans que personne sache qui était derrière. L'Iran a utilisé ce système à grande échelle. Des entités liées au corps des gardiens ont utilisé des sociétés écrans émiratis pour recevoir des paiements liés au pétrole sanctionné, acheminer des fonds vers le Hezbollah, acheter des composants d'armes et déplacer la richesse du régime vers des actifs en devise forte à l'extérieur de l'Iran. Avant cette guerre, les Émirats arabes unis fermaient largement les yeux. Pas parce qu'ils l'approuvaient, mais parce que le coût politique d'une coopération agressive avec l'application américaine des sanctions dépassait les bénéfices. Ce calcul a changé au moment où le premier missile iranien a frappé la zone industrielle de Fujairah. On ne peut pas tirer 2800 missiles contre un pays, puis s'attendre à ce que ce pays continue de fournir la plomberie financière dont dépend la survie de votre régime. Les désignations du Trésor sont maintenant applicables parce que les Émirats arabes unis coopèrent avec l'application américaine des sanctions à un niveau qu'ils n'avaient jamais atteint avant la guerre. Le renseignement financier, la cartographie des sociétés, écrans, l'identification de structures corporatives précises, tout cela exige la coopération du pays hôte pour être exact. Les Émirats arabes unis la fournissent maintenant. Et puis il y a la Chine. Pékin achète environ 4 millions de barils par jour de brut iranien arabais en payant de 8 à 10 dollars sous le prix du Brent parce que le pétrole est sanctionné et que les transactions comportent un véritable risque juridique. Maintenant, les États-Unis saisissent des pétroliers dans l'océan Indien, sanctionnent nommément des raffineries chinoises et le commandement central américain, le CENTCOM, a refoulé 39 navires. La chaîne d'approvisionnement de la flotte fantôme qui transporte le brut iranien vers les acheteurs chinois subit une interdiction active à chaque point géographique où elle peut être interceptée. Et simultanément, les Émirats arabes unis offrent à la Chine quelque chose de complètement différent. Du pétrole du Golfe légal, illimité, non sanctionné, provenant d'un producteur sans contrainte de quota, pompé par un pipeline qui contourne le détroit contesté, soutenu par l'alignement institutionnel le plus profond avec Washington de tous les États du Golfe dans l'histoire. Le choix de la Chine est aussi simple que le tableau stratégique le laisse paraître. Du pétrole iranien sanctionné, juridiquement risqué, activement intercepté, ou du pétrole émirati légal, stable, aligné sur les États-Unis sans plafond d'approvisionnement. Pékin ne choisira pas en fonction du sentiment. Il choisira en fonction de la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et de l'exposition aux risques juridiques, et l'Iran vient de lui donner toutes les raisons de s'éloigner. Mettez tous ces éléments ensemble. Le pipeline de Fujairah neutralise la menace militaire. La sortie de l'OPEP retire le plafond de quotas. Les désignations du Trésor ferment le réseau bancaire fantôme. Les 300 millions de dollars en crypto-monnaie gelés. Le régime qui fait face à 170 millions de dollars supplémentaires de pertes par jour en raison des fermetures forcées de puits, en plus des 450 millions de dollars par jour déjà perdus à cause du blocus. La déclaration commune du Conseil de coopération du Golfe rejetant le contrôle iranien sur le détroit. La ligne d'échange d'urgence en dollars américains qui approfondit l'alignement d'Abu Dhabi sur Washington. Chacune de ces mesures
fait partie de la même opération coordonnée. Washington et Abu Dhabi fermant simultanément toutes les portes sur tous les axes en même temps. Et la réponse de l'Iran a été de menacer, encore une fois, les Émirats arabes unis. Le comité de sécurité nationale iranien a averti que ce pays recevrait une leçon. Un régime dont la monnaie s'est effondrée à 32 millions de rials pour $1, dont les propres documents internes suggèrent qu'il peut tenir encore 6 à 8 semaines, dont le réseau mandataire se dissout simultanément au Liban, au Yémen et en Irak, dont le président tente de congédier son propre ministre des Affaires étrangères parce qu'il prend ses ordres du corps des gardiens plutôt que du gouvernement civil. Ce régime a répondu à la semaine la plus dévastatrice sur le plan stratégique de son histoire moderne en menaçant par communiqué le pays qui vient de démanteler sa puissance. Ce n'est pas une stratégie, c'est un réflexe, le réflexe d'une institution qui a passé 47 ans à utiliser l'intimidation comme principal instrument de politique étrangère et qui n'a pas encore compris que cet instrument est brisé. L'Iran a menacé le monde avec le détroit d'Ormuz pendant 40 ans. Il a dépensé des milliards pour construire toute une doctrine militaire autour de cette seule menace géographique. Et un pays qu'il a choisi d'attaquer, un pays qui lui rendait discrètement des services financiers, un pays qui n'avait rien à voir avec une quelconque frappe sur le territoire iranien, a détruit la fondation structurelle de cette menace sans tirer un seul coup de feu en retour. Le détroit n'est plus l'arme de l'Iran, c'est sa prison. Le pétrole qui ne peut pas circuler, y pourrit. Les revenus qui ne peuvent pas être encaissés font s'effondrer chaque institution qui en dépend. Le réseau mandataire qui ne peut pas être financé se dissout dans 4 pays à la fois. Et les Émirats arabes unis, avec une signature sur un seul morceau de papier prenant effet le 1er mai 2026, ont dit au monde que le Golfe d'après-guerre a un nouveau chef de file énergétique. Ce pays n'est pas Téhéran. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.